Aussi, je peux dire bonsoir. Merci d'être là. C'est grâce, en fait, à François Bonnet que j'ai inauguré cette première question à nos artistes. C'est en écoutant des archives et à un moment donné, il a parlé d'un son qu'il avait vraiment ému dans son enfance et qui perdurait dans son travail jusqu'à aujourd'hui. Alors, François, tu nous donneras la réponse à cette énigme que je viens de poser dans quelques instants, mais je vais commencer par Salomé Feuillin. Quelle est cette première émotion esthétique? Elle peut être sonore, elle peut être visuelle, elle peut être simplement du toucher, mais cette première sensation où on se rend compte que ça nous a touchés. J'espère que je peux permettre de répondre en anglais, c'est plus facile pour moi. Because obviously I was prepared from yesterday for this dreadful question. And I really spent all night thinking about it. And I still don't really know, but I have one very, let's call it sort of an emancipatory moment of musical discovery. I grew up in Basel, or outside Basel. And the musical taste in my family, it wasn't exactly great. It wasn't part of it very much. But then when I was about 11, 12 years old, I went with my older sister to Zurich, and we went to the record shop that was in the Cabaret Voltaire. There was a record shop, and you could listen to things. And I bought my first records there. I bought a Nina Hagen, Unbehagen record, and I bought a Amanda Gallis record. And obviously, I don't exactly think I knew what I was buying, to be perfectly honest. But I think I was taken by the covers, I was taken by the fact that they were women, and because all we had at home was from my older sister, I think it was sort of Discomania and ABBA and Boney M, which is okay, there's nothing wrong with Boney M and all that, but, and so I think that, and then I had to explore what it actually was I bought and listen to it, and I loved the voices of both these women that were both sort of very had a virtuosity, but then an anarchy within the virtuosity, so they didn't fit in. And I think actually that is probably a defining moment in thinking, this is possible. Il y a une marge, il y a un lieu, il y a une faille. Marceline Delbecq, ce premier est moi. Pas de micro là. Tiens, il est ouvert. J'ai réfléchi aussi, comme Salomé, j'y ai pas pensé toute la nuit non plus, mais je pense qu'en tout cas, une découverte qui a été vraiment très importante, c'est la musique du Velvet Underground, que j'ai découverte, je ne vais pas réinventer l'histoire, et puis je pense que j'avais 12 ou 13 ans à peu près, et à cette époque-là, dans la petite ville de Normandie dans laquelle j'habitais, tout le monde écoutait les Doors. Et moi, je n'aimais pas les Doors, et donc je suis allée chercher autre chose. Et en fait, j'ai écouté le Velvet pendant vraiment très très longtemps. Et je pense rétrospectivement que... alors, beaucoup de choses m'intéressaient dans le Velvet. La musique, le lifestyle, tout le rapport avec la Factory de Warhol, et la voix de Nico, qui chantait quand même assez faux. Et je trouvais ça complètement réjouissant d'entendre une chanteuse qui chantait pas bien. Qui se permettait cette liberté d'exister tout simplement. Oui. Ouais. François, forcément, le grand inspirateur de ces tables rondes. La version officielle. C'est excessivement proustien. Non, moi j'étais plus petit que ça. Et en fait, c'est quand ma maman me mettait au lit. On avait une maison, j'étais à l'étage, et quand elle avait couché ses enfants, elle redescendait avec un petit moment de répit, et elle apprenait la première gnossienne de Satie. Elle a mis des années pour l'apprendre, parce qu'elle n'avait jamais vraiment le temps. Vraiment, voilà. C'est pas qu'elle n'était pas douée, c'est qu'elle avait vraiment peu de temps pour se mettre au piano. Et donc moi, je me souviens, c'est d'être dans ma chambre avec le ray de lumière sous la porte, et d'entendre remonter depuis l'escalier cette première gnossienne qui me terrifiait, que je connaissais par cœur, et que voilà, qui m'a traumatisé, mais dans le meilleur sens du terme. Qui perdure dans ta musique aujourd'hui? Oui. Comment? Alors, il y a deux façons.
Ça, je suis pas le seul, d'ailleurs, j'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec Akira Rabelais, Latifa parlait d'Akira Rabelais tout à l'heure, qui a eu la même expérience avec sa maman qui joue du Chopin. Donc, en fait, ça se matérialise aussi par le travail sur le son qui se dissipe. Déjà, le son dans le lointain, cette distance, cette absorption, ces réverbérations, ces échos, qui tracent déjà une histoire propre à ce son-là. Et de manière beaucoup plus subliminale, il y a parfois des thèmes, des progressions harmoniques très subtiles. J'ai pas beaucoup de sons mélodiques, moi, mais il y en a quelques-uns qui reprennent finalement la descente de la Paragnosienne. Voilà. Ceux qui veulent jouer, essayer de retrouver, ça apparaît parfois. Évidemment qu'on va chercher. Garde le micro. C'est quoi un son? C'est quoi un son? C'est quoi un son? Je pense qu'il y a plein de définitions, mais c'est vrai que moi, ma définition, ce que j'ai dit ce matin, c'est une définition qui est aussi une définition, un outil qui sert aussi à servir un propos. Mais pour moi, c'est un point de rencontre. Je disais, entre quelque chose qui se passe en dehors de soi, un événement, et une perception pour l'accueillir, et une sorte d'amalgame qui se crée entre ces deux choses. Et je pense que sans l'un ou l'autre de ces termes, le son, c'est quelque chose qui arrive. C'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose qui peut être ontologiquement ciblé ou qui a un locus très affirmé. C'est quelque chose qui se passe dans une relation. Et où est l'abîme? L'abîme, c'était pour c'est le titre de la communication. C'était une blague sur c'était un échange avec Christophe, sur cette idée d'appartenir à ce thème de la pluridisciplinarité, transdisciplinarité, qui est quelque chose que j'ai jamais vraiment travaillé. Et donc, c'était voir comment, en plongeant dans cette question sur le son, de plus en plus loin, finalement, j'avais dérivé sur des thématiques extrasonores. Et donc, voilà, il y avait ce type de Lovecraft dans l'abîme du temps. Alors, j'ai pris ça. Ça n'a pas beaucoup de poids conceptuel. Hein. Non, mais en tout cas, ça donne le vertige. Mettons, on commence par un vertige qui n'est jamais désagréable. Salomé Feuilline, on l'a entendu dans ta conférence ce matin. Tout de suite, tu as dit que le son, pour toi, c'était un volume. C'est quelque chose de matériel, de visuel qui existe. Oui. The sound is a dimensionality. I mean, obviously in music there is an idea what a tone is, what a sound is. Different languages have different words for it to differentiate between a sound and a musical tone or a speech tone. But if I can just use the word sound as a song, as an open word that we can discuss, I think what it creates or how it materializes is as a volume. So instead of we can, and I even think that's a fallacy, we can say, well, this is a glass, I can see the glass. I don't think it's that easy, but I think for pragmatic survival and living in our cultural visuality, that's what we do. Whereas sound really forces us to understand, no, it is if I shouldn't do that. You made two sounds. Yeah, I made two sounds. And if you have there's no electricity. But if I try to make this sound, just imagine the sound of water is there. It is something that happens between us as an action that is not the glass and that is not my finger and it's not the water. It's a kind of a coming together, an encounter of sorts as well, that makes this dimensionality, that makes this that makes us see this invisible space that we're in. I think the best way you can maybe imagine it is when you're in an indoor swimming pool. You must have heard the volume there. There it becomes almost tangible because there's all the architecture, the glass, the tiles on the wall, the reflective surfaces and the water and the screaming of children. And it becomes, like the water, almost tangible, that this is a volume. This is not a building, it's a volume. But this is also what's happening here, what happens between me and the glass, and between us. And I like to think of it as that volume because it allows us to then really think about the relationality, to see this other invisible possibility of how we can interact and how we are always
codependent and tied into the same world. And that brings me to the responsibility that, particularly in relation to ecological issues and COVID, really made that so clear to us, how we are bound to each other. We are not individuated. We're not as individuated as maybe we believe we are. Votre grand plaisir, ou en tout cas l'un des arts que vous pratiquez dans vos performances et dans vos recherches, c'est l'écoute. L'écoute, par exemple, ça m'a frappé en faisant des recherches, vous avez enregistré des professions différentes pour nous faire entendre l'écosystème, le son de la vie d'un chirurgien, celui de quelqu'un qui va travailler la terre, enfin, ces sons de tout d'un coup nous offrir la palette, la richesse de nos mondes sonores que nous produisons et que nous traversons normalement avec assez d'indifférence. Yes, you talk about it's a project called Listening Across Disciplines. You can see it online, listeningacrossdisciplines.net, and it's a big research project in which the motivation is that listening is exactly the material, the materialization that could allow a new interdisciplinarity, where different professions could work together on the grand challenges of today and find new solutions. And the start was to somewhere work embeddedly with different professions to hear how they listen, to observe how they listen, and to work with protocols and vocabularies to try and find ways in which we could start to listen together, or that the listening, the sounds, this volume, could start to be the surface or the material through which we could collaborate in novel ways. And we're not quite there yet, but it was certainly and is super fascinating to visit auscultationists, so people who listen with stethoscopes, audiologists, engineers, professions that do listen, or do work with sound, but maybe sometimes do not listen, but do listen, and to open up this discussion with what this is. And it doesn't have a firm conclusion as yet, but I think it is also a sort of an advocacy project. The word was mentioned earlier, to bring listening as a legitimate tool and methodology into every discipline. Y a-t-il une dimension genrée dans l'écoute, dans notre façon d'écouter, de nous approprier des sons? Vous l'avez esquissé ce matin dans votre conférence, mais j'aimerais que vous élaboriez. I think every perception is in that way sort of culturally, we're culturally orientated. Sarah Ahmed writes about this very, very eloquently through phenomenology. We all are in the world in a particular way, and we see and we hear and we feel and we experience the world in that way that has to do with our gender, our age, our financial situation, our race, religion, etc., etc. And of course we have certain senses of what's normal, so the things that are closer to that line I try to draw, that we experience or that we are told are normal, and others that we don't even hear or don't even see because it's so off our expectation. But there is so much more to see and there's so much more to hear. So I definitely think every perception is gendered, racially orientated, financially orientated, and so on. The reason I'm interested in sound is maybe because it is not yet as, apart from through music, of course, which is another huge subject, and the semiotics of the right listening, but there is a scope, I feel, in listening to revisit these norms and to rethink the orientations and to reorientate ourselves towards each other, and I think that is my fascination also with sound. Encore juste une chose, vous avez parlé de l'ordre qui, dès qu'il existait, créait l'exclusion. Donc où se situe le désordre? I mean, this disorder is definitely a word that comes from sort of decolonial discourse, Frantz Fanon and so on, the disorder, how we experience the other as disordered. I mean, this can start very local or domestic. If you live in together with other people and one of them is really messy, they might not be messy, but they live differently from you. They have a different order
their life to them is probably totally ordered and fine, but to you it's just a mess. And so it's disordered, you can't really read it, you can't make sense of it, so you have arguments, or you just ignore them, or you kick them out of the housing association, how you live together. But this very domestic notion of disorder exists obviously also in the aesthetic world and in every world, where what we can, those people or those communities or those even more than human things, whose order we cannot recognize, we cannot structure, we cannot grasp with the tools that we culturally have, we experience as disorder. And that gets excluded from our line because we cannot reduce it, we cannot. And I think that's super interesting at the moment where we have so much data. You know, that line is the data, and how do we, where is all the disorder? Because it is not possible that we can just be limited, that we can, all humans and all non-humans, that we can be reduced to data. It's too tidy. It's too tidy. Marceline Delbecq, sur le son, moi j'ai envie de vous demander ce qu'évoque le mot par rapport au son. Forcément, les mots sont des sons, mais pour vous, c'est l'image, c'est la parole, ce sont les mots. Je pense que le mot a deux vies. Le mot écrit, qui contient du son et qui ne le laisse pas sortir, et le mot dit, qui contient le son qu'il produit lui-même. Après, un mot est un mot, donc c'est exactement la même chose, mais c'est ce que je trouve passionnant avec le texte, avec l'écriture en général, c'est que ça peut passer du silence à la mise en voix très facilement. Et finalement, c'est toujours la même chose, et pourtant, c'est pas tout à fait la même chose. Mais quand vous dites rose ou rose, c'est une autre musique, une autre image, un autre parfum, une autre lumière. Ah oui, là, c'était un petit clin d'œil au Toulousain, mais voilà, après, il y a toutes ces questions d'accent et de prononciation, de traduction qui sont aussi passionnantes. Là, je me perds complètement, j'essaye d'articuler mes idées, je suis trop fatiguée. Mais je vais en rester sur les mots, oui, parce qu'on a fast forward, fast read, what is it? Qu'est-ce que c'est déjà? Forward backward, voilà. Forward backward. Et si on le dit comme ça en anglais, ça veut dire aller en avant, aller en arrière, mais il y a aussi dedans, non seulement le sens de la direction, mais il y a word, le mot. Et ça, c'était volontaire? Alors, word et word, c'est presque la même chose, mais c'est pas tout à fait la même chose non plus. Non, là, en l'occurrence, cette sonorité du mot word n'était pas volontaire. Comme je l'ai dit, ça vient d'un magnifique morceau de Robert Ashley. On a extrait ça, forward, backward, comme quelque chose qui n'a pas de temporalité, puisqu'on est continuellement tiraillé entre le fait d'aller en arrière et le fait d'aller en avant, et que finalement, forward, backward, on voulait que ce soit aussi une pièce qui soit ancrée dans son temps, qui dise quelque chose de son temps, et qui puisse à la fois en être une archive et une prospection. Tes textes ont été écrits avec un musicien qui pensait à la balade, à se promener au rythme des pas. Est-ce que les textes ont été dits à haute voix pendant l'écriture? Est-ce que c'est quelque chose qui est important de les porter vocalement? C'est ce que j'ai essayé de dire dans le texte ce matin, c'est que, en tout cas moi, quand j'écris un texte qui doit être lu en public, je le lis, je le relis, il se réécrit à mesure que je le lis. Alors pas forcément à voix haute, mais je peux le chuchoter, je me le lis, je le fais sortir de ma bouche plutôt que de le garder à l'intérieur. Et j'aime ce processus de réécriture, que la voix l'oblige à se réécrire. Et là, ce qui était intéressant dans le travail avec Eric, c'est qu'il a donc commencé par un rythme, qui était un rythme calqué sur celui de sa propre marche. Et ce qui est drôle, c'est que moi, je marche très lentement. Mes enfants me disent toujours que je suis trop lente. Je me déplace dans la ville lentement et Eric marche encore plus lentement que moi. Et donc, c'était formidable d'avoir ce rythme
qui était calqué sur son corps marchand. Et quand la première fois qu'on s'est retrouvés à Toulouse pour déambuler, je me suis dit, c'est incroyable, j'ai trouvé quelqu'un qui marche encore plus lentement que moi. Et finalement, cette lenteur est devenue le rythme des fragments que j'ai écrits. C'est vraiment ce rythme qui m'a envoyé au départ, qui était très basique et dont on a conservé une sorte d'ossature pour la pièce, qui a conditionné la manière dont les fragments étaient à la fois structurés et ça leur a donné une temporalité à la fois très bref et qui puisse s'allonger de l'un à l'autre. Voilà, ce qui nous intéressait, c'était l'écart entre deux aussi. Mais ce qui était frappant en écoutant la pièce ce matin, c'est qu'on perçoit une rythmique qui est plus proche d'un battement de cœur finalement que de celui d'un pas, même s'il est très lent. Alors ça, c'est ce qu'on a voulu éviter. Donc ça n'a pas marché. On a beaucoup réduit le rythme parce qu'effectivement, en travaillant en studio, on a passé beaucoup de temps aussi allongé, à écouter. C'était vraiment un travail très, très physique. Dans le sens où moi j'enregistre des textes en studio, mais quand on fait ça à Paris, c'est toujours assez rapide parce que la personne qui vous permet d'enregistrer n'a pas trop de temps. J'avais jamais passé 3 jours de suite dans un studio avec un musicien, un ingénieur du son. Et finalement, on s'est vraiment laissé, on partait en balade aussi avec le chien. Tout ça s'est fait sur une temporalité assez lente et très physique. On a eu l'impression que, alors peut-être que c'est pas réussi non plus, mais que le texte et la musique fabriquaient comme une troisième entité corporelle qui aurait sa propre vie. Qui a pris vie dans un studio. Un studio, c'est un lieu quand même, c'est un sas assez magique dans le temps, puisqu'on travaille le son, on travaille le texte, en sachant qu'il va être porté ailleurs, quoi. C'est un lieu précieux, cet endroit-là, ce sas. Oui, et puis là, c'était un studio très particulier parce qu'il habite dans une maison très ancienne en Corrèze et que donc, c'est pas du tout un lieu fermé, c'est pas en sous-sol, il y a des fenêtres partout, donc on voit l'extérieur vraiment à travers tous les murs. On avait même un petit loir, en fait, il y a beaucoup de loirs qui se baladent dans la maison et on a eu un loir comme ça qui se promenait sur les poutres. C'était assez drôle de le savoir là dans l'espace. Il se cachait, il revenait. Et voilà, c'était un studio qui était poreux à l'extérieur, donc dans un cadre vraiment extrême où la présence de la nature est très forte. Et c'était un moment coupé hors du temps, hors du rythme de la vie familiale, du quotidien. Un moment en suspension qui, je pense, peut-être se retrouve dans la pièce elle-même. Philippe, le studio, c'est un lieu précieux. Où est Philippe ? En tant qu'homme de radio. Pardon ? En tant qu'homme de radio. Oui, alors. François, excuse-moi. Je sais même pas à qui je pensais. Désolée. Non, c'est pas grave. Je cherchais le Philippe. Tu vois, c'est la fin de la journée. Oui, c'est ça. On est tous. J'ai un Philippe Auger qui travaille dans les studios. Oui, moi, homme de radio. Mais surtout les dimanches soirs sur France Culture, on peut t'entendre. Bon, certes. Mais c'est vrai que le studio, pour moi, avant tout, c'est le studio de création musicale, le studio d'électroacoustique et le studio vécu comme instrument, qui n'a pas tout à fait le même statut que le studio de radio. Je vais revenir sur le studio de radio si tu veux, qui est vraiment une espèce de petite capsule où souvent, surtout pour les émissions qu'on fait, qui sont vraiment des émissions voix, ce qu'on appelle du micro-disque par exemple, ce genre de choses, qui sont quand même des petits endroits. On a un petit peu, j'ai un peu l'impression d'être dans un vaisseau, effectivement, dans cette petite capsule qui peut-être une hétérotopie qui crée un espace-temps un peu différent, non pas parce qu'il est fondamentalement différent par lui-même, mais parce qu'en fait sa fonction c'est de concocter quelque chose qui va être projeté très loin, à un autre moment, dans un autre espace-temps, et
et qui confère une sorte d'obligation, sans obliger par rapport au potentiel auditeur. Et ça, c'est un petit peu le mystère de la radio, que tu connais mieux que moi, qui est de parler, on ne sait pas trop à qui, mais on sait qu'on parle à quelqu'un, et on sait qu'on n'aura quasiment jamais de retour. Sur ce on a des retours, on a des courriers, mais on n'a pas un retour immédiat. Donc c'est une étrange relation, et le studio matérialise un petit peu ce dispositif qui garde encore, pour moi, tout son charme et tout son mystère. Je vais aller vite parce que je vois que le temps passe et j'aimerais ouvrir quand même un chapitre qui a été important pour certains d'entre vous en tout cas, c'est cette période Covid. Et pour toi, Salomé, Evelyne, ça a été l'occasion d'élaborer toute une pensée sur un post-normal possible. Yes, I was. COVID was COVID is still very difficult. We were just talking before about all of us sitting here without masks and how difficult that is. Because even just making a law that we can all now be without masks doesn't mean that that we're psychologically ready to do so, maybe necessarily. But it was a very difficult time, but I think it also opened up a lot of possibilities. The possibilities of via Zoom or other internet platforms, meeting new people, different people in a more ecological way than traveling around the world, in making new connections, in thinking, and also pausing a little, the kind of maybe taking like a slower step, walking, having a lingering listening that stays a bit in place and doesn't walk too fast everywhere all the time breathlessly. So in the few Zoom talks I did, I really felt like this notion of a post-normal, because everybody started talking about, we want to go back to normal, we want to go back to normal. And I was thinking, well, was it so great before? Was everything so great that I really want to go back? Because I think there are many things that aren't so great in every aspect, certainly in terms of education, which was obviously a big issue of being on internet platforms. And I feel, for me, this word post-normal is something I was thinking through, thinking on, writing about, trying to figure it out. What could it be? But I do feel this pause that I've spoken with many people about is also a pause to not go back to the normal. And again, maybe it is the sound, listening, this different pace that could furnish a post-normal in a new way, where some of these asymmetries we've talked about in terms of orientation and gender and race actually could have found a space to think about and how we can connect differently. And that is totally vague now, but I that's why I started talking about post-normal in some of these talks, and as an important invitation to not go back to normal. Pour toi, Marceline, cette période Covid, aussi, ça a permis ça a permis une rencontre fantastique avec une poétesse écossaise, et ça vous a permis d'échanger et d'en faire un objet radio qui est passé par le studio. Mais c'était une opportunité. Alors sur le moment, je ne l'ai pas du tout vécu comme quelque chose de joyeux. J'ai trouvé que c'était très compliqué et en même temps très ambivalent, parce que donc je crois que ça a été différent en Suisse, mais en France on a quand même été enfermé chez soi du jour au lendemain, ce qui psychologiquement on n'y était pas du tout préparé, enfin moi je ne l'étais pas, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser aux gens en prison, et dès que quelqu'un se plaignait, je me disais mais de quoi on se plaint? Là, on se sent mal en étant enfermé, mais ça n'a absolument rien à voir avec des conditions de détention qui sont souvent extrêmement difficiles. Donc j'étais dans l'ambivalence de détester ce moment et de me dire que je ne pouvais pas m'en plaindre non plus. Voilà, après, moi, je rédigeais une thèse et c'était le moment où je devais partir m'isoler pour la terminer, ce qui ne s'est pas du tout produit, évidemment. Mais du coup, parce que je n'arrivais pas du tout à trouver des créneaux dans la journée où je pouvais m'isoler et travailler plusieurs heures de suite, j'ai à la fois commencé à traduire des textes, donc c'était une forme d'écriture qui ne venait pas de moi. J'avais une sorte de
de folie de traduction. Je traduisais tout ce qui me passait par la main. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé une correspondance avec Kathleen Jamie, à sa demande. Au départ, je devais faire un entretien avec elle pour une revue qui s'appelle Les Carnets du Paysage. Et puis, elle m'a dit qu'elle n'aimait pas les entretiens et que donc on pouvait faire une correspondance. Et ça a été très passionnant parce que finalement, on a à la fois échangé sur, évidemment, la situation présente, et puis on a parlé de toute autre chose. Et effectivement, c'est devenu une émission de radio pour l'expérience, mais à l'époque, je ne le savais pas du tout. Ce qui nous amène à quelque chose que j'adore dans la radio, en tout cas comme elle se pratiquait avant le podcast, c'est cet aspect éphémère. Et j'aimerais qu'on aborde ce côté de l'éphémère du son, le silence avant, le silence après, ce qu'il représente. François, tu l'as évoqué dans ton discours, cette possibilité du silence et le début et la fin. Et qu'est-ce qui perdure? Marceline, on l'a entendu. Une fois que la voix s'est tue, j'aimerais bien vous entendre l'un et les autres sur cette notion d'éphémère, le son et l'éphémère, et comment il s'inscrit dans nos quotidiens. Je ne sais pas si je mentionne éphémère à aucun moment dans ma... J'ai peut-être simplement pensé éphémère quand tu parlais d'un son qui commençait et qui s'arrêtait. Oui, un son, c'est un événement temporel qui, en tant que son, produit un début et une fin. Ensuite, il y a tout un appareil perceptif pour se représenter le son et pouvoir le réévoquer. Je ne sais pas si j'ai grand-chose d'intéressant à dire là-dessus, si ce n'est que on parle du phénomène sonore et de son effet, son caractère éphémère, mais ça veut pas dire grand-chose pour moi dans le sens où il faut se mettre d'accord sur aussi ce qui est éphémère. Ce qui est sûr, c'est que c'est un objet temporel, qu'il a un début et qu'il a une fin, et qu'après il y a des stratégies différentes, techniques, symboliques, discursives, pour le réévoquer. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est l'auditoire ou l'adresse, à qui le son s'adresse. Je ne vais pas parler très longtemps, mais il y a une réflexion qui me plaît beaucoup dans un livre de Villiers-Adam qui s'appelle Les Futurs, où Thomas Edison rêve et dit « Ah là là, si mon phonographe avait pu être mis au point il y a des milliers d'années, à l'Antiquité, ça aurait été fantastique d'entendre la voix des empereurs, d'entendre les trompettes de Jéricho, ça aurait été vraiment fantastique. » Puis il se reprend et dit « Autant la voix des empereurs, les grands textes, ça peut peut-être faire sens, parce que c'est du discours, c'est du langage, donc en fait, c'est pas le son qu'on garde, c'est la parole. Mais les trompettes de Jéricho, finalement, il n'y a que les murs de Jéricho pour l'entendre en tant que trompette de Jéricho. Parce que les trompettes de Jéricho, c'est celles qui font s'abattre les murs de Jéricho. Et donc, en fait, il dit, si on avait enregistré ces sons, ils n'auraient pas de sens pour nous en ce moment, ou ils n'auraient plus d'efficace. Et j'aime bien avoir cette idée que non seulement le son est éphémère en tant que phénomène physique, mais il a aussi un caractère éphémère en tant que, si on le dégage de tout le bagage signifiant qu'il peut porter, il peut à un moment devenir caduc par rapport à un auditoire. C'est tout à fait possible. Comme Salomé l'évoquait, on est quand même dans un phénomène très culturellement imbriqué, et donc il peut possiblement y avoir des sons qui tombent en désuétude quelque part. Donc il y a un caractère doublement éphémère. Cela dit, il y a des scientifiques complètement frappadingues qui, comme le son est une vibration, essayent d'analyser les murs des cavernes pour voir comment le son a pu influencer l'érosion de ces murs et pouvoir par là retrouver les sons qui auraient produit cette érosion. Donc on est quand même toujours dans cette quête de retrouver le son perdu. Oui, mais alors dans ma compréhension, on est on aurait la moitié du son. C'est-à-dire l'événement physique actuellement produit, mais la façon de le recevoir, ça. Salomé Feuillet.
par rapport à l'éphémère? I find it interesting because I think there are between François and myself things where when I listened to you this morning, I probably disagree on the memory side, but then I think there are also points of meeting. I think why I'm interested in sound is because I believe the sonic is not the only thing that's ephemeral. It's temporary. Actually, the visual is just as temporary and it's just as ephemeral. It is just that we believe it isn't so. That we have invested in it a certain permanence, culturally, ideologically, in every way, and that brings me back to, the memory aspect. If I try and remember somebody I saw yesterday at this conference, in my head, I don't have a stable image. It's very fuzzy, it's very sonic, if you will, in that it is vague, it's unreliable, it's unclear. I can look at a photograph and pretend, yeah, that's the person I saw. I'm a proper witness, I can tell you it was him, but in my own head it is just as fuzzy as a sound that I try to recall. But we have invested this idea that I won't touch the glass again, this is totally stable, and it's been for the last half hour the same table, chair, whatever it is. But in fact, it isn't, because the light might have changed, the time has passed, it's just we can't see it. And I'd just like to think a little bit more of everything in this kind of ephemeral passing state, because it means we cannot take anything for granted. We cannot think we know anything, which is particularly important to me in terms of diversity. We have to work on every encounter, on not thinking, oh, I know you because you look like this or that, or you sound like this or that. But because it's radical contingency, I have to generate and be involved and know my responsibility in the generation of the moment, which does not permit me to assume I know anything. And that, for me, is one way maybe to deal, one of many ways to deal with exclusions and issues of values that we think are right when they are just matters of habit and norm and taste. Comment est-ce que vous pouvez provoquer une prise de conscience de tout ce que vous venez d'évoquer par le son ou par un acte artistique? I think my hope is, and obviously this is it's a hope, that again, through advocacy, through what I'd like to term as sonic pedagogy, through bringing sound and listening, an être à l'écoute to the center of our being, to displace this visual certainty that on which the West has built its whole hegemonic, patriarchal, Western colonial notion of a very comfortable self that knows the other and knows it as disorderly, and to destabilize it. And I think that's what I also like the post-normal to do. Use this moment to be in doubt. I love Maurice Merleau-Ponty, and I particularly like his writing on Cézanne's doubt, because I think we should be permanently and at every moment in doubt about what we see and hear. Le doute, la question, moi ça m'a frappé chez Marceline avec juste cette phrase où on pense au plaisir d'un corps qui n'a pas de poids dans l'eau, et tout d'un coup tu as donné cette image des gens qui mouraient dans cette même eau, dans cette même mer. C'est important de pouvoir, comme un haïku avec très peu de mots, provoquer un doute profond, une émotion profonde finalement. C'est important pour moi ou en général? Ça doit être une quête, ça doit être difficile de trouver cet instant où deux mots, deux images, l'une à côté de l'autre, provoquent un trouble qui est beaucoup plus long que la phrase elle-même, finalement. Je pense que c'est le propre de l'écriture aphoristique aussi, qui est à la fois toujours terminé, jamais terminé. Enfin, c'est une manière de rassembler les choses dans une condensation qui puisse rester très ouverte. Et là, en l'occurrence, ce passage-là, il est venu après avoir écouté Myriam Khan, puisque donc dans le processus d'écriture, ce que j'ai pas raconté dans le texte, j'ai à la fois échangé avec des artistes du printemps de septembre, notamment Katinka Bock et Gyan Panchal.
Et j'ai écouté des entretiens d'artistes, Sylvia Bachely, Myriam Khan. J'ai pas écouté tout le monde, parce qu'il y a beaucoup d'artistes dans ce festival. Mais ce moment est venu d'une de ces paroles que je pourrais pas restituer, mais de penser cette eau comme une surface commune dans laquelle se jouent des drames et des bonheurs humains qui se côtoient. Et c'est vrai que pour Forward Backward, je crois que je l'ai déjà dit, on avait vraiment l'envie que ça puisse raconter quelque chose de notre temps et de ce que Alexander Kluge appelle l'inquiétance des temps, et qui est voilà, quelque chose de ce que le monde nous renvoie actuellement, qui puisse apparaître et disparaître dans le temps de la pièce. Je vois que le temps file. Je voulais vous poser une question finale à tous trois. Le nom de la biennale Art et Son sera Écho. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait écho en vous, ce nom. Qu'est-ce que ça vous évoque comme ça quand vous entendez Écho et vous pensez à une biennale son? Je suis très bref. La première chose qui me vient, c'est le seul enregistrement qu'on possède de la voix de Virginia Woolf, et que je ne pourrais pas restituer non plus, mais elle dit « Words, words, they're like echoes », et puis beaucoup d'autres choses. I think I'd like them to take on board the kind of feminist issue of Echo and Narcissus, and to have that somewhere. Ok. Et François, Écho? Oui, mais puisqu'on y est, pour repartir du mythe d'Écho et de Narcisse, et l'épisode qui suit directement le mésamour et la tristesse d'Écho, c'est son devenir Pierre, qui aussi peut être un bon axe d'étude ou d'inspiration. Voilà, alors la parole est à vous. Voilà, le plateau est ouvert à vos questions par rapport à ce que vous avez entendu maintenant, ou bien sûr par rapport à ce que vous avez entendu ce matin. Question? Qui a une petite question? Je la provoque pas aujourd'hui. On a tué tout le monde, ouais. Pas que nous. Tout a tué tout le monde. Est-ce qu'il y a de l'écho dans ton jardin anglais? C'est une vraie question, Jean-Paul? Oui, c'est une vraie question. Non, bah c'est un travail, ton jardin anglais, français, anglais. En fait, j'ai fait un saut à partir de ce jardin. Ça m'a travaillé depuis ce matin. Et je suis arrivé sur les espaces de Lara Arnalsegui, quand elle reprend des espaces où elle décide des surfaces, dont elle prend des droits d'utilisation, où on ne doit plus toucher l'espace du tout, pas faire de chemin, rien, pendant 10, 15, 20 ans, selon la décision. Ce n'est ni le jardin anglais, ni le jardin français. Tu veux que je réponde quoi? En écho. C'est pas une question, Jean-Paul. Je t'ouvre là-dessus. Je t'ouvre sur une autre perception. C'est pas construit. Qu'est-ce que je peux répondre d'intelligent? Rien. Non, mais il faudrait que je regarde ce travail. Ça m'a l'air assez intéressant. Non, tu veux me tirer quelque chose ou pas? Je sais pas ce que tu... Non, tu nous as fait une conférence ce matin qui nous a emmenés, et tu l'as dit d'ailleurs à diverses reprises, c'est tôt, mais c'était construit, le fait de dire que c'était tôt. Tu nous as amené dans un envol avec diverses couches à divers moments, et puis avec un atterrissage très clair sur ces deux jardins, ces deux moments. Donc en fait, avec une préférence quelque part sur si j'ai bien compris, sur le jardin anglais. Oui, c'est des visions du monde, et je pense que ça rebondit peut-être un peu, elle me contredira, avec ce que Salomé vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'il y a des forces en présence qui sont assez antagonistes. Il y en a qui cherchent à dire que
le monde est stable, fixe, en ordre, et qu'il correspond à une vue qui est forcément une vue dominante. Alors, on peut lui donner plein d'adjectifs, mais en fait, quand il y a un moment où il y a une mise en ordre, il y a un ordre. Et donc, c'est les forces en présence, et c'est le plus fort pour X raisons qui définit quel est l'ordre. Et ensuite, on rassure tout le monde en disant, c'est comme ça, tout est bien, tout est clair. En plus, ça notamment un journal français, si on peut mettre un petit peu une légitimation scientiste avec les belles proportions, le nombre d'heures qui s'accordent, regardez, ou l'harmonie des sphères en musique, on gagne tout. C'est-à-dire qu'on établit une cartographie ordonnée, on rassure tout le monde. Et effectivement, en fait, quand on efface ça, donc finalement la proposition que tu évoques sur cette proposition artistique de dire on va mettre en friche finalement un territoire pendant X années pour voir ce qui se passe, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les traces du codage. Et voilà. Et pourquoi moi j'évoquais le jardin anglais, c'est dans un souci, peut-être que c'était pas assez clair, ça justement, c'est dans un souci de dire comment on s'exprime. On s'exprime en tant qu'artiste, en tant que musicien, on va prendre vraiment le champ de la musique, il peut se discuter, mais on va prendre ce champ-là, et comment je peux réussir à évoquer quelque chose qui est là, qui est donné, mais qui ne présuppose pas un ordre, alors que je vais devoir créer quelque chose, et donc d'une manière organisée quelque part. Et donc la métaphore du jardin anglais, c'est comment on crée finalement une chimère qui, avec une méthode quand même, ne renvoie pas à sa propre légitimation en tant que topos structuré, mais renvoie à quelque chose d'autre, une évocation d'un monde. Alors là, j'étais vraiment frappé par ce que ça veut bien dire. C'est pas le contraire de l'ordre, c'est pas le désordre. C'est simplement le désordre, c'est une façon, si j'ai bien compris, de disqualifier finalement l'alternative à l'ordre. Donc, comment on propose quelque chose qui sort de cette rhétorique de l'ordre. Voilà. Tu as réussi à appuyer sur le bon bouton. Ah ouais. Salomé. Something about that. Oh yes, I have a lot to say about English gardens. Because that is, I think it's almost not a metaphor, it's actually a politics. It's a politics of the line and of tidying and of who can go where and who can do what. And I think it is reflected throughout history in various efforts of partition that have been undertaken by the English. The most recent one, of course, Brexit, is a kind of auto-partition, maybe a kind of absolutely reasonable or expected way to go full circle, hopefully with some, educational consequences, shall we say. And so I find it interesting that I think the whole colonial project and partitions, particularly that are very often drawn by civil servants who've never visited the country, that they were petitioning with a line on a map, is an extreme form of ordering something you don't even know what it is. Because your principle of order are so strong, they would never allow to think that there is something on the ground you have to consider before you organize it in your image. Can you recognize post-normal? In this hope of post-normal, can you recognize, est-ce qu'on peut reconnaître ce post-normal, ce après-Covid, ce après l'ordre? In relation to Brexit? No, just in just in general. Do you mean in relation to the English garden? Do you mean in relation to... Just when you were talking about, because maybe it's not disorder that you recognize when it's not order that's, that excludes things. So how do you recognize that other moment? And what are the things that come up, that arise, that make you think this is where the post-normal could bring us? I think this is the issue, and I liked how you hesitated on the word disorder. You hesitated, you don't quite like it. I don't quite like it, because I think this order is still a binary, and it still is something recognizable, and maybe it is exactly that which we can't recognize. That's why we think it's not good. That's why we think it's not intelligible. It's not worthwhile considering. It's wrong, because we don't actually know what it is. So, without being totally existentialist, I think it is accepting that certain things we can't recognize. It does not make them not something. And to try to figure out in a much broader sense, that's why it's also a curatorial project, what that could be, because a curator has to A, take care, and B, be curious.
Ça nous amène au son inaudible. On va s'arrêter là. Faut que j'avoue. Non, c'est bon, ça marche. Bon, à la limite, moi j'avais. Merci beaucoup pour vos interventions. Moi j'ai une question qui est hyper simple, qui est peut-être très reliée à vos vies. Dans tous travaux, c'est le fruit d'une vie. Et du coup, je voulais juste savoir, est-ce que dans vos vies, à chacun, il y a une rencontre, parce que j'aime beaucoup le thème de la rencontre, une rencontre qui a peut-être été capitale dans les productions que vous faites aujourd'hui, dans votre manière d'envisager ce que vous faites. Voilà, peut-être j'aimais beaucoup en fait la première question sur votre premier son, votre première émotion esthétique. Là, je pose la première rencontre qui a changé peut-être quelque chose à un moment. Oui, naturellement, mais c'est très privé. Je vais pas faire une réponse bien plus loquace. Il y en a eu, ça dépend ce que tu entends par rencontre. Il y en a eu plein en fait, mais vraiment à différents moments. Et, il y a eu des rencontres intellectuelles médiatisées par des livres notamment. Il y a eu des rencontres avec des personnes qui m'ont orienté, notamment des enseignants. Donc il faut toujours tirer le chapeau aux enseignants. Mais oui, il y a eu, en fait, il y a des gens qui ouvrent des portes auxquelles on n'a pas accès parce qu'on n'en a pas conscience. Et voilà, moi ça m'est arrivé 2-3 fois. Et ouais, sans eux, je ne serais sans doute pas là. Comment s'est passée la rencontre avec Kessel Jäger? Ah, c'était simple, je vais le faire rapidement. Hein. Ça c'est mon projet, c'est un projet musical, mais c'est vrai que j'ai signé beaucoup de disques sous ce projet-là. C'était simplement pour cacher mon identité parce que je travaillais déjà au GRM et je voulais pas qu'il y ait une confusion des genres. Je voulais pas qu'il y ait de passe-droit par rapport ou d'espèce de renvoi d'ascenseur ou de jeu d'opportunité par rapport à la position que j'avais. Donc quand j'ai commencé à faire des disques, j'envoyais des démos à des labels, hein, comme tout le monde, avec vraiment aucune information. Donc voilà, c'était un filtre, c'était un masque. Voilà. Qui vient d'où, quand même, qui a une origine? C'est un hommage. Bon, oui, c'est un hommage un hommage à Hans Jäger, qui était un penseur norvégien, et puis aussi un jeune gars au 19e siècle qui s'appelait Kessel Snoe, qui avait avec des amis monté une petite association qui s'appelait les Amis de l'Au-delà. Et leur truc, c'était de se suicider. et ce mec-là s'est suicidé en laissant une note et en disant préviens mes parents, dis que je les contacterai lundi et peut-être vendredi. Donc il n'était pas encore mort, mais il savait déjà que vendredi, c'était pas sûr. Parce qu'il y avait peut-être un truc à faire. Et voilà, je trouvais que c'était une belle... Enfin, c'est assez scandaleux quand on y pense. C'était un bel élan. Marceline, une rencontre. Je suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question. Dans la mesure où j'ai l'impression que les rencontres, elles sont toujours assez inattendues et qu'elles fabriquent des choses différentes au fil de l'existence. Donc voilà, c'est à la fois très privé et très marquant, mais je ne pourrais pas détailler. Okay. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est pas trop déçu des réponses? C'était ça qu'on cherchait. Une autre question? Ah, là-haut, je remonte avec le micro. En fait, je crois que j'ai 2 questions, mais je vais commencer par une. Je voulais vous entendre, en fait, peut-être Salomé en premier. On a vu plusieurs pratiques, en fait, de l'archivage, et dont une pratique de l'archivage d'identification. Typiquement, si je reprends, et j'aurais voulu qu'il soit là, hein, j'aime pas trop parler de personnes quand ils sont pas là, mais Philippe, en fait beaucoup d'archivage en rapport avec une identification. On enregistre pour identifier par exemple, une fonte de glacier ou des choses comme ça. Et ce rapport, en fait, à l'identification, pour moi, a été un peu re-questionné, par exemple, par Bill Fontana, quand il disait qu'il choisissait un unique moment
si je reprends ce qu'il disait, c'était que le son, c'est un unique moment of time. C'est vraiment quelque chose qui est unique dans une longueur. Et donc on ne peut pas... ça casse un petit peu ce sort d'enregistrement et d'archivage, comme si on avait... comme si en fait on avait compris un élément. Et ce que j'aimerais savoir en fait... Enfin, si je peux poser un petit peu la question à tout le monde, mais peut-être aussi plus à Salomé, comment on peut repenser cet enregistrement de son, non pas par l'identification. J'enregistre une rivière, donc je comprends, en fait, j'ai compris ce que c'était la rivière, et donc je le bloque dans une sorte d'objectivisation, enfin, je le bloque dans cet objet qui est le son et la rivière. Mais comment on peut penser l'enregistrement, l'archivage, non plus en termes d'identification et de blocage, mais en termes de flux, en fait, de flux qui changent tout le temps. Est-ce qu'on doit enregistrer plusieurs fois? Est-ce qu'on doit enregistrer... je ne sais pas si c'est compréhensible, en fait, ma question. Ça va? Je ne sais pas. I think it's a very interesting question, and I think it goes a little bit back to the discussion Nancy you had yesterday with Vincent about the enregistrement, about the recording, because obviously that comes before the archiving, comes the recording, and I think in your question or in your statement there are kind of both those present. And it is such a current and such an important issue that we discuss what it means to record things, and this modernist idea of the invisible recordist. I think we've done with that one. I think we are much advanced in the discourse of the recordist and the presence of the recordist and their orientation in the world and who they are, and that they have to be part of a discourse and part of the acknowledgement, so that it's much more like oral history of a recording kind. And that it is much more an encounter, if we go back to that word, rather than a recording of. It is a two-way thing. I'm recorded the moment I'm recording. And it looked like Philippe was very concerned about not being heard in his recordings. He certainly had very precisely developed equipment, but yet he's there in his choice of where he records, when he records. That's him. That's nobody else. That's him. And once we archive that, and with archives I have a very ambiguous relationship. I understand them as fundamental as a knowledge institution that is on the one hand exactly the problem with the line and the reference and the evidence that is to be found in the archive, and the history proves us the worth of the present moment. But maybe if we don't have to completely give up on recording and archiving, if archives could become places of workshopping and practice rather than of documentation and listening and white gloves and no dust. I think that's the frightening thing when you go to an archive. Everything is very sterile and you have to be very careful, and archivists are very concerned about the preservation. And I'm very interested in entropy. I'm very interested in things decaying, and then they're gone. And then we can talk about them, but then while we talk about them, they're here again while we talk about them. So I think it's the practice of the archive in an educational, in an artistic sense, that is interesting to me. And the archive itself can be quite frightening. I've got a question for... pardon, je vais le faire en français, excusez-moi. J'ai une question pour Salomé et puis pour François. Et puis c'est juste, j'ai la sensation, le sentiment un tout petit peu que vous deux vous parlez d'une forme de libéralisation de la musique, dans le sens de la libérer de ses codes en les révélant, les questions de genre, les questions coloniales, les questions d'où on se place et d'où on est placé pour écouter la musique. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que François parle d'une espèce de libérer la... Enfin, quand je dis libéralisation, c'est libérer, hein, c'est pas l'ultra-libéral, je parle pas en termes d'ultra-droite, hein, mais de... c'est d'où on parle. Hein. Donc non, c'est libérer la musique de son aussi enseignement, carcan, de ce jardin à la française, etc. Mais c'est un peu quand je vois un peu l'ensemble de micro-pamphlets à la musique à venir,
que tu as écrit récemment. Il y a toute une critique sur la question d'enseignement du conservatoire, etc., qui est assez claire là-dessus. Et un certain nombre de comptes qui sont réglés avec des pairs, P-E-R-E-S. Et donc c'est assez pour moi intéressant d'être, on va dire, une femme issue de l'immigration qui écoute deux façons de libérer la musique, et en même temps je saurais pas comment, je pense qu'on n'a pas à se placer entre vous deux, mais j'ai l'impression qu'il y a deux espèces d'attaques différentes par rapport à ce contexte historique-là. Et je voulais vous entendre un peu là-dessus, sur cette espèce de débat un peu non dit, peut-être entre vous deux. Yes, I don't know whether I will, whether we'll truly open or examine this space, but this question that you pose in terms of the liberation, opening up, freeing up, I think it could have been another answer to your initial question, which is I used to make classical music and really struggled with it because it was a fitting in, it was a making of mainly dead men's music, interpreting it and playing dead white men's music. And that which was highly problematic, so I changed and went to study fine art, film and video, where we had a little room with a square, teeny-weeny Cubase computer, a computer with Cubase on it, an Apple Mac and an Akai sampler and a keyboard. And it allowed me to, first of all, free myself from this kind of practicing the piano properly and feeding in sounds that had nothing to do with that kind of music, and being able to do all sorts of sounds and doing all sorts of things. And I feel that from that, it is not, I don't want to say anything against any kind of music, but I have something against the hegemony of one kind of music that swallows up all the money for the concert halls, for the opera houses, everything, to play dead white men's music all the time. And I just think if just for a year, we could not play dead white men in those places, just for a year, I think we wouldn't want to go back to it. We wouldn't want to play them again and again. Also the radio would have to also stop playing it all the time. And we would actually open our ears to other music, all sorts of music, and could understand in a much more complex way how it relates and how it can be perfectly parallel and at the same time. But because musicology there's musicology, and then there is feminist musicology, and then there is ethnomusicology. Everything to just stop other people coming into into that line, grabbing that space, that territory, and I feel maybe that's part of my post-normal dreams, that it's opening our ears differently, être à l'écoute differently, to understand that there isn't one right way to play music, and then everything can happen at the same time. I mean, literally. Juste une parenthèse en rapport à cette ligne droite qu'était ce dessin organique au sol. What was that, a drawing that you covered this white line? Yes, it wasn't any, it was just, sorry, it was just gestures. It was not even rehearsed. I obviously hadn't done it before. It's just moving along and imagining at this moment what else there could be, how else we could do this within the confines of this, and as a metaphor, as an invitation, as an imagination of this fuzzy geography. Oui, je pense qu'on partage un diagnostic. Et ensuite, je pense que tu as donné la vision juste. Il y a des angles d'attaque. Des angles d'attaque qui se passent vraiment au niveau de la sociologie de la musique, socioculturelle, en remettant en cause des canons, en remettant en cause des habitudes, et qui sont des enjeux de pouvoir, qui sont des conservatismes. Et donc il y a une action politique, quelque part, c'est de la politique, dire ça suffit, ça renvoie à une vision du monde qui
qui n'est pas la vision de tous. Enfin, on n'a jamais une vision de monde qui est une vision de tous, mais on voit bien que, surtout en musique, quand même, un milieu très conservateur, qu'il y a un bastion par rapport à une vision du monde et une idéologie qui résiste. Et qui résiste à plein de niveaux d'ailleurs. Bien sûr au niveau des genres, mais à plein de niveaux. Et donc il y a effectivement tout un champ pour travailler ça au niveau. Et moi ce que j'évoque, même si dans les charges que tu évoques dans le livre, ça vise exactement ça, moi ensuite j'essaie de proposer une alternative plutôt en tant que musicien. Comment essayer d'avoir une approche anti-autoritaire dans la façon de la musique, mais c'est même au-delà de ça. Ça, c'est vraiment ensuite, c'est les singes derrière la nuque qui nous rongent, genre, à chacun son singe. Moi, celui vraiment qui me travaille, c'est comment s'emparer de la musique et faire en sorte que ça devienne un espace d'expérimentation de l'expérience humaine hors langage. C'est vraiment ça qui me travaille, si on cherche. Et donc, comment on enlève les couches langagières dans la musique. Et c'est d'autant plus difficile que toute la théorie musicale se base finalement sur des paradigmes quasi linguistiques. Et donc voilà. Donc je pense qu'il y a différents angles d'attaque qui ont différents agendas aussi, mais qui peuvent participer effectivement d'un rapport au monde moins structuré, moins sûr de lui-même et sans doute plus vivant. Alors. Merci beaucoup et à tout à l'heure.